Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi tous les clouds, les petits, les moyens, les grands, les finlandais, les espagnols, les français, les italiens, peu importe. Je suis aujourd'hui avec mon ami de tous les jours. Comment vas-tu, Jérôme? Il fait froid. Une fois n'est pas coutume, il fait froid au Brésil. Il neige même dans le sud. Enfin, il fait froid, il fait 27 l'après-midi. Mais la nuit, il fait frais. Et t'as pas de grêlon de la taille d'une balle de ping-pong par On hasard? en a eu cette nuit. Moi, voilà, bon, je raconte ma vie ou pas? Allez, on est fou. Vas-y, donne-nous le bulletin météo du Brésil, Ah vas-y. voilà. Le matin, il fait froid, il y a du brouillard. Et ce matin, madame m'a dit, bah, t'as pas entendu cette nuit, de la grêle. Voilà. Ah, C'est ces petits moments de vie à la Proust Ouais. qui nous font se c'est lever ça, le matin. faut vivre l'instant, faut vivre C'est l'instant. ça. Et toi, Julien, comment vas-tu? Ah bah écoutez, ça démarre sur les chapeaux de roue, en tout cas, ça va super bien. À Paris, moi, pour le coup, et on dirait pas un mois de juin, c'est pas faux. Donc météo désorganisée là un peu, hein, ça fait peur. Ah, Et ça tombe bien, on moi va qui parler suis d'environnement. aussi... Oui, c'est tout à fait. Moi qui suis à Paris, là, depuis un petit bout de temps, j'ai quand même apprécié les 25, 26 degrés. Enfin, il faisait même trop chaud, en fait. Mais donc, on parle de soleil, on va parler de cloud, on va parler de nuages pour faire la transition parfaite. On est en 2025, la majorité des gens gèrent leur infra avec les pieds. Pas parce qu'ils font les choses mal, bien sûr, hein, je ne veux insulter personne, mais plutôt parce qu'une infra cloud ne se construit pas tout à fait pareil qu'une infra à la papa. Et c'est tellement un sujet qu'il y a même un marché à ce propos. Et d'abord, pour créer ce marché, on prend le cloud, et dans ce cloud, on a la promesse d'une flexibilité d'engagement et d'une flexibilité de choix de produits. Avec ça, on peut gérer un peu les ressources, notamment le CPU, la RAM, on peut downscale, on peut upscale, on peut autoscale, on peut faire plein de trucs en scale. Et ça, c'est un petit peu la base du truc, la base de comment est-ce qu'on va optimiser l'utilisation des ressources. Ensuite, on peut regarder aussi votre usage. On peut se poser des questions de classe de stockage, par exemple. Est-ce que vous utilisez votre stockage de manière efficiente? Peut-être que votre disque dur est quasiment vide. Peut-être que vous devriez utiliser un disque dur plus rapide, plus lent, je sais pas. Et on peut aussi se poser la question de services de plus haut niveau. Je sais pas, vous utilisez du IaaS, peut-être que vous devrez faire du FaaS ou du DBAS ou peut-être un SaaS en direct pour pas vous prendre la tête. Et donc c'est l'idée de choisir les meilleurs produits pour les meilleurs usages et surtout de faire une utilisation du cloud qui est plus économe. Et basiquement, c'est pas compliqué. En 2025, ça s'appelle le FinOps. Mais au-delà d'économiser de la tunasse, en 2024, on commence à avoir des obligations de comptabiliser d'autres valeurs que la thune. Et je parle bien sûr du nombre de grammes de CO2 que chacun émet. Et la question pourrait être combien ton infra produit de grammes chaque mois. Et ça peut paraître compliqué, mais ça va déjà dans le cadre un petit peu du FinOps. Parce que quand tu veux économiser du flouze, excuse-moi, faut que tu économises les ressources. Et quand tu économises les ressources, tu économises le CO2. Donc, il y a quelque chose qui s'articule comme ça entre le FinOps et ce qu'on pourrait appeler de nos jours le GreenOps. Et avant de dire n'importe quoi, j'ai invité en ce aujourd'hui Julien Rouzet, qui a monté une société spécialisée dans ce GreenOps, dans l'optimisation de votre entreprise et de son émission de CO2 et de d'autres problèmes environnementaux. Et donc, rebonjour Julien. Avant de ne pas rentrer dans les détails plus ou moins techniques de CO2, de GreenOps, de tout ça, est-ce que tu peux te présenter à nous? Absolument, avec plaisir même. Moi, c'est Julien Rouzet, je suis l'un des cofondateurs de Soft, comme tu le rappelais. Alors Soft, c'est quoi? Soft, c'est une plateforme que nous avons créée il y a 3 ans et demi à destination des DSI, des entreprises, principalement aujourd'hui pour des grandes entreprises
dont l'objectif serait effectivement d'optimiser l'empreinte environnementale de leur numérique, mais aussi l'empreinte financière. Puisqu'aujourd'hui, on est évidemment tous bien conscients que dans une DSI, on va parler en premier lieu budget avant même de parler environnement. Même s'il y a des tendances qui commencent à bouger, à évoluer, on reste quand même sur des fondamentaux business qui doivent converger avec des enjeux environnementaux. Et donc, cette plateforme, en telle qu'elle est, c'est qu'elle va venir collecter de manière industrialisée les données d'activité IT, donc principalement autour du cloud. On va parler de voilà le type de VM, le type de stockage, la localisation, le temps d'utilisation, le nombre de gigas transférés, etc. On fait pas que le cloud, évidemment, mais le cloud est une grosse partie, en tout cas, qui génère beaucoup de demandes chez nos clients. Et ces données d'activité, avec une méthodologie à l'état de l'art, on va la convertir en données environnementales. Et une fois qu'on a finalement cette observabilité de l'infrastructure à la fois financière, opérationnelle et environnementale, on est à même de fournir des leviers de décarbonation à nos clients qui vont aussi amener à des leviers de réduction de coûts. Je tiens quand même à souligner, c'est important, c'est que en général, j'aime bien juste diminuer le mot green fin. Le green et le fin vont souvent de pair, vont souvent converger quand je vais, donc comme tu le disais Anthony, quand je vais diminuer mes ressources, bah, je vais forcément faire des économies. Néanmoins, il y a parfois des choix forts à faire. Par exemple, si demain j'ai mes infrastructures qui exécutent, qui sont exécutées, on va dire en Allemagne, chez un des hyperscalers, par exemple, on va avoir un taux de carbonation qui va être très élevé puisque aujourd'hui les centrales électriques d'Allemagne sont alimentées par du charbon. On va suggérer à nos clients de basculer sur des pays moins intenses en carbone, dont le mix énergétique est moins intense en carbone, comme les Nordiques, la Suède par exemple, la Suisse ou la France. Néanmoins, ça va souvent générer un surcoût parce que les services dans ces pays-là sont un peu plus élevés que le coût à Dublin ou à Francfort, par exemple. Voilà. Ouais. Pas toujours convergent. Donc il y a un truc quand même qui peut être antinomique où on devra payer Parfois. pour produire moins de CO2. Parfois, exactement. Moi, c'est un petit peu vrai d'ailleurs. J'ai quelques VM pour faire tourner mon infra. La plupart sont à Nuremberg. Si vous mettez en commentaire c'est qui ton cloud provider, je vous répondrai à la question. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. La plupart sont à Nuremberg, mais il y en a certaines qui n'ont pas besoin d'être connectées live, que j'ai mis dans les pays nordiques, et le provider explicitement me disait, en mettant là-bas, tu seras dans une région low CO2, qui doit te coûter, je crois, 5 centimes ou quelque chose comme ça en plus par heure. Bon, 5 centimes, c'est pas grand-chose, mais à l'échelle 5 centimes fois 1000, ça peut être autre chose. Mais oui, c'est marrant que je disais tout à l'heure que le FinOps et le GreenOps s'articulent ensemble, mais là, en fait, tu es en train de me dire que c'est pas parce que le FinOps va se baisser que le GreenOps va se baisser avec lui. Il peut très bien se lever dans le même mouvement. J'ai peut-être un autre exemple de divergence, si tu veux, pour alimenter le propos. Les réservations, par exemple. Quand tu vas faire des réservations, tu vas anticiper des consommations futures et en fait, tu as un seul objectif et tu vois ça dans toutes les plateformes de FinOps. Ton unique objectif, c'est toujours d'être à 100% de tes réservations. Parce que tu as réservé, tu as payé pour ça et tu veux combler le gap entre voilà, ce que tu consommes réellement et ce que tu as réservé. Et donc, par essence, on te pousse à la consommation. Donc ça, typiquement aussi, c'est le genre de modèle où le green et le fin ne sont pas forcément ultra compatibles. Mais on va dire que quand même, dans la majorité des cas, green et fin convergent. D'accord. Et pour ce qui est de revenir à Soft, la société en elle-même, vous êtes plus d'une dizaine de personnes aujourd'hui déjà. Oh, on est même plus d'une trentaine. J'ai loupé un épisode. Un ou deux. Ouais, aujourd'hui, on est plus d'une trentaine. On opère on est à Paris et à Lyon et on opère principalement pour des grandes entreprises aujourd'hui et notamment pour des entreprises à l'étranger. On a signé nos premiers comptes en Hollande, en Italie, en Allemagne, au UK et même aux US. Alors là, c'est totalement surprenant, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, il s'avère qu'on est porté par des partenaires qui nous aident à signer des comptes très très loin et sur lesquels on n'aurait pas misé aujourd'hui parce que tout le monde a conscience de l'actualité aux US et clairement, on n'est pas orienté sur quelque chose de très RSE friendly, quoi. D'accord. Et tu m'as parlé d'une plateforme, donc j'imagine que dans votre équipe, vous avez des développeurs, vous avez des data scientists pour comprendre les données et surtout les énormes factures que
pourrez vous envoyer vos clients. Comment comment dirais-je, ça s'organise, Soft? Ouais, effectivement, on est trois associés, pardon, chez Soft. Mhm. Moi, je m'occupe de la partie produit et méthodologie. Donc, au sein du produit, il y a effectivement des data scientists. J'ai aussi des product managers qui sont très techniques parce qu'effectivement, la matière que l'on traite, ça reste quand même de la donnée d'activité IT qui ensuite va être convertie en environnemental. Donc, c'est des personnes au profil très technique, mais qui vont avoir aussi ce vernis, plus que ce vernis maintenant, hein, c'est vraiment une expertise environnementale. Et Mhm. j'ai également des gens qui gèrent la méthodologie. Parce que ça, c'est très important. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus pointilleux, méticuleux sur les méthodologies qu'on leur propose. Donc, il faut que nous, toujours, on soit collés à l'état de l'art pour fournir la meilleure prestation possible et la meilleure mesure possible. On sera jamais sur une mesure précise dans l'environnemental et c'est ça qui est compliqué parfois à expliquer. Parfois, je parle avec des vrais ingénieurs du cru et c'est très compliqué de faire comprendre que une mesure environnementale, elle a une marge d'incertitude, on va dire. Et il y a Ouais. plein de choses qui évoluent avec le temps. Il y a plein d'ingénieurs qui, eux, bossent sur ces sujets-là, qui font progresser, de chercheurs qui font progresser la science et donc les différents facteurs d'émission, ce qu'on appelle les facteurs d'émission. Mais néanmoins, il y a encore des facteurs d'incertitude assez importants. Donc ça, c'est pour l'équipe principalement produit avec donc data scientist, product manager et méthodologiste en quelque sorte. Et après, il y a Mhm. l'équipe de développement, absolument, pour développer, enfin créer, finalement, mettre en lumière cette plateforme. Là, il y a plus d'une dizaine de personnes qui s'occupent de ça. On a des fronts, des back-ends et beaucoup de aussi data engineers parce que, comme tu l'as compris et tu l'as mentionné, on va gérer, notamment à cause du cloud, on va gérer beaucoup de données. Donc, il faut aussi être dans une gestion assez optimisée de la data pour ne prendre que ce dont nous avons besoin, pour rester aussi nous-mêmes pour ne pas tomber dans l'adage du cordonnier mal chaussé, quoi. Donc, c'est-à-dire être vraiment s'appliquer soi-même les préceptes que l'on propose à nos clients. Et enfin, il y a toute une partie évidemment commerciale, hein, dont s'occupe mon associé Jérémy, avec également un pendant très lié au client qui est la partie ce qu'on appelle les CSM, des Customer Success Managers, qui eux sont là pour aider à l'implémentation de la plateforme chez les clients, qui est plutôt relativement facile puisqu'on est sur des API assez standards. Avec ensuite, il faut expliquer aussi où sont les grands enjeux pour nos clients de réduction environnementale, de réduction des coûts et comment animer, si tu veux, ce plan d'action. Comment animer et en fait atteindre les objectifs de décarbonation fixés dans la plateforme. C'est une matière assez nouvelle, hein. C'est une matière assez Ouais, nouvelle, hein. ouais, clair, On voit dans clair, les clair. grands comptes avec qui on travaille, il y a quand même pas mal de comptes du CAC 40 aujourd'hui. On voit l'émergence Ok. de ce qu'on appelle les Green IT Managers, qui sont, si tu veux, donc logés au sein de la DSI, qui sont la parfaite interface de la RSE de l'entreprise et qui ont un objectif, c'est de mesurer et de réduire l'empreinte environnementale du numérique de l'entreprise. Voilà un peu quels D'accord. sont nos personas avec qui on parle le plus souvent. Mais on va aussi adresser, comme on descend très bas à une maille technique assez fine, très fine même, on va souvent aussi parler à des DevOps, on va parler à des développeurs, on va parler à des gestionnaires de parc IT pour ce qui est tout ce qui est autour des équipements des collaborateurs. Donc voilà, on descend à des mailles très fines et des PO, des PM, des ITO, des IT leaders, etc. Et typiquement, un GreenOps référent dans une entreprise, disons, du CAC 40, j'allais dire quelconque, mais elles sont pas quelconques dans le CAC 40, celui-ci va t'appeler, va dire Salut Julien, j'ai besoin de soft, je suis perdu dans le green, c'est ça? Comment Ouais. est-ce que ça va se Ouais, passer? je suis perdu dans le green, c'est ça. Ouais, concrètement, c'est assez compliqué. Déjà, c'est des volumes de données énormes, le cloud. Mhm. Et je sais que je m'adresse ici à des connaisseurs. La première chose, c'est évidemment de savoir quels sont les facteurs d'émission que je dois mettre en face de ces différentes lignes de facturation. Il y a des choses très complexes. Il y a des choses qui peuvent paraître assez simples. Finalement, une VM, c'est quoi? Une VM, c'est une virtual machine hébergée sur un serveur. Sauf que les trois quarts du temps, tu sais pas quel est le serveur, tu sais pas où il est localisé. Voilà, donc nous, on vient chercher ces informations-là, on les Mhm. aide à matérialiser finalement la virtual machine, à savoir quel est le matériel qui héberge ton service. Et ensuite, voilà, quelle est la consommation électrique et comment cette consommation électrique, je la convertis en CO2. Mais donc, il y a une énorme complexité à la fois sur le volume de données et sur la matière en tant que telle, quoi. Comment je transforme une heure de VM en grammes CO2, comme tu disais tout à l'heure. Mhm. Comment je convertis des gigas transférés en grammes CO2. Et pareil pour des gigas stockés. Et après, comment je fais quand je tombe sur des services managés?
c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière le service manager? Et là aussi, nous, on est obligé de découper, de comprendre, d'analyser, de scruter pour définir une méthodologie qui s'applique à ce service manager, qui sont de plus en plus utilisés, by the way. Oui, ouais, ouais. Et justement, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille avec Soft et avec d'autres sur justement démystifier qu'est-ce qui se passe derrière les services managés. Pour les plus techniques d'entre nous, basiquement, on prend un lambda, on lui lance un LSCPU parce qu'on veut savoir c'est quoi le CPU qui va être utilisé. Est-ce que c'est un vieux, un récent, un très vieux? Est-ce que c'est un ARM? Est-ce que c'est... peu importe. Et plus on aura de détails sur les services, plus on sera capable de les qualifier pour mettre des watts, mettre des grammes de CO2 dessus et plus encore. Et, euh, et c'est vraiment de la démystification parce que ce n'est pas le cloud provider, du moins parmi les gros cloud providers, c'est pas eux qui vont nous dire les détails de leur cuisine. C'est important ce que tu dis, je rebondis rapidement là-dessus, mais tu parlais du CPU, et effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir sur la virtual machine qu'on utilise, quel est le type de CPU, oui, est-ce que c'est Intel, ARM ou autre, parce que la consommation électrique ne va pas être la même, quelle est la puissance max, quel est l'âge de la bestiole quelque part, enfin, tout ça veut venir conditionner finalement l'empreinte environnementale, donc c'est ultra important, et ça, c'est des choses que un outil de FinOps ne va pas du tout regarder, par exemple. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de plus que le cloud. J'imagine que tu travailles avec toute la DSI et peut-être même toute l'entreprise. Donc quand je dis toute la DSI, moi j'imagine tout de suite que par exemple le gars qui a le data center on-premise, vous le prenez en compte, que même par exemple si ils font une coloc, souvent l'administrateur système de l'entreprise va avoir un véhicule, va avoir un petit laboratoire, ce genre de choses, vous les prenez en compte dans votre plateforme? T'as tout compris. Alors, ouais, si on reste sur le sujet très infra, oui, on va faire que ce soit du cloud privé, de la coloc, du on-prem pur ou du cloud public, on va adresser tous ces cas d'usage. Donc, parce que aujourd'hui, en adressant par exemple des banques ou des industriels du CAC 40, et ils ont quasiment tous les modèles. Donc il faut savoir s'adapter parce que et parfois on remarque aussi, je sais pas si c'était ok avec ça, mais pour avoir parlé avec quelques experts en plus de toi aujourd'hui sur ces sujets cloud, on voit aussi qu'il y a un retour finalement sur de l'on-prem, notamment pour tout ce qui est asset un peu critique. Donc le cloud ça a beaucoup plu parce que très flexible, moins cher et tout ça, mais comme tu disais au début aussi, c'est développer une application sur le cloud et on-prem, c'est pas tout à fait le même métier. Transférer une application ou un service vers le cloud, ça demande du refacto, enfin le faire copier-coller, c'est pas savoir s'adapter finalement à une infrastructure aussi flexible que le cloud. Donc là, nous on bénéficie finalement avec cette pluridisciplinarité chez nous, on bénéficie du fait de pouvoir adresser tous les cas d'usage avec notamment ce retour au on-prem pour les assets critiques. D'accord. Très bonne réponse, monsieur Rudy. Merci. Monsieur Blin, est-ce que vous avez des questions? J'ai des questions, monsieur Monté. Nous sommes J'ai tout des oui. questions, Vas-y. monsieur Rouzet. J'essaie de parler comme un politique, j'y arrive. Est-ce que la décarbonation et tous les services, voilà, tous les services green, c'est toujours perçu comme un coût ou est-ce que c'est perçu comme une nécessité? Qui peut être un coût, si tu vas me dire. Non, mais c'est une excellente question parce que c'est tout l'enjeu dont on parlait un peu au tout début. Nous, on a une mission chez Soft, c'est faire converger donc des fondamentaux business, à savoir la performance, la sécurité et de budget, avec des enjeux environnementaux. Aujourd'hui, c'est sûr que si tu arrives devant un DSI et que tu lui dis « je vais te faire économiser du CO2 », certains sont convaincus et tu vas pouvoir gagner. La majeure partie du temps, ton projet sera sûrement remis à plus tard, surtout en ce moment, on est sur une conjoncture un peu particulière avec un vent debout venant des US, c'est complexe. Donc, j'ai envie de te dire que c'est primordial de faire comprendre que ces deux dynamiques peuvent vraiment converger. Néanmoins, il faut être aussi conscient que c'est une autre façon d'envisager les choses. Nous, en fait, on estime qu'on offre un autre prisme d'analyse. Je vais donner un exemple. Là, une des banques pour laquelle on travaille. On leur fournit des KPIs sur notamment la sous-utilisation de machines, ce que tu peux voir dans du FinOps et tout ça. Ben là, et en fait, on a
on a si tu veux, des paramètres un peu particuliers qui vont être liés au green et qui vont être un peu plus poussés que sur simplement des outils finaux. Et quand on leur présente, nous, les métriques, ils nous disent, mais en fait, nous, on n'a jamais regardé ça, en fait. Nous, on regarde toujours quand c'est critique, quand ça va dépasser et que j'ai un risque de performance, concrètement. Mais potentiellement, même le prix, c'est pas trop un problème tant que la performance est là. Mais en tout cas, tout ce qui est très, très, très peu utilisé, notamment sur des infrastructures on-prem, c'est quasiment pas observé, quoi. Quasiment pas regardé. Du coup, toi, le plus gros défi de soft, est-ce que les défis de soft, ça s'axe plus, bon, tu l'as déjà parlé un petit peu, transformer les informations, etc., etc. Est-ce que c'est plus technique ou c'est convaincre le client, enfin ou le prospect, tu vas me dire. Ah, les deux, mon général, les deux. Ouais. Non, concrètement, on n'échappe pas aux deux. C'est-à-dire que vous connaissez bien le cloud tous les deux. Concrètement, tu as déjà vu la pricing list d'un cloud service provider, d'un hyperscaler. C'est c'est imbitable. Faut comprendre. Il y a des services managés ou des services qui apparaissent tout le temps, d'autres qui disparaissent. Il faut que ta méthodologie elle s'adapte à tout ça. Il y a des data centers qui pop-up comme des champignons. Tu sais, tu les connaissais pas. Donc il faut toujours être en veille. Donc techniquement, méthodologiquement, il y a de gros enjeux. Et puis il faut s'adapter à certains. Tu vois, on se rend compte aussi que certains clients n'ont pas tous les mêmes souscription chez les cloud service providers, faut comprendre les strates, c'est beaucoup de complexité, donc technique, et beaucoup de data à gérer. Donc nous, ça nous a demandé un gros travail de mise à l'état de l'art sur la gestion de la data, tu vois, avec une architecture en médaillon, etc., pour justement pouvoir sélectionner petit à petit ce qui nous intéresse, pour arriver à voilà, des tables plus légères et plus flexibles pour que la plateforme soit le plus responsive possible. Et de l'autre côté, oui, on a un travail de conviction quelque part. C'est-à-dire, je vais pas appeler ça du lobbying parce que on n'en est pas à ce niveau-là. Mais on en est au fait de faire comprendre que déjà, ce sont des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux humains. On parle d'humanité là, hein, concrètement. On n'est pas en train de se dire qu'on va sauver la planète. Par contre, là, la planète elle va très bien s'en sortir à un moment. Hein. Ça va brûler et elle va se régénérer. C'est reparti. Balle neuve. Nous, on s'en sortira pas. Donc, c'est pas, tu vois, il faut changer un peu de récit. En fait, on n'est pas sur sauver la planète, on est en train de sauver l'humanité. Et je ne dis pas que, voilà, on participe, nous, à notre humble mesure à ce sujet-là. Mais voilà, moi, je travaille, tu vois, dans une association qui s'appelle Boa Vista, dont le cœur de projet est vraiment de fournir des communs et des communs, en fait, à l'ensemble de ceux qui s'intéressent au sujet sur à la fois ça peut être des assets techniques, mais aussi ça peut être des livres blancs, etc., pour monter en compétence sur ces sujets-là et bien comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants. Mais tu peux commencer. Moi, je conseille parfois à des clients ou des prospects avec qui j'ai pu parler de commencer avec certains outils distribués par Boa Vista qui sont en concurrence. Si tu regardes frontalement, c'est en concurrence avec les miens, sauf qu'on fait pas le même métier, et c'est pas la même industrialisation, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes complexités, etc. Mais moi, ça me dérange pas, et au contraire, je veux dire, plus de monde ira dans cette mouvance-là, le mieux ce sera pour Soft et l'IT, l'informatique, le numérique en général. Il y a une question, je sais pas comment la formuler, donc je vais me lancer et je verrai comment je finirai ma phrase. Bon, on l'a évoqué plusieurs fois tout à l'heure, je sais plus si c'est en off, on. Mais il y a un contexte en ce moment. C'est plutôt cool. Contexte très malsain, très chelou, palpable. Il y a un carbone. Ouais, c'est assez chelou. Pas foufou. Donc, il est beaucoup question, c'est revenu. L'IA avait un peu gommé ça jusqu'à l'élection de Trump de souveraineté. La souveraineté est quand même revenu beaucoup plus en force depuis Trump, alors que depuis un an ou deux, c'était quand même un petit peu masqué. Donc, on a la souveraineté, on a l'écologie. Bon, on fait quoi là? C'est quoi la prio là? Il faut faire quoi? C'est une bonne question. Je pensais honnêtement que la question de l'intelligence artificielle arriverait avant la souveraineté, mais vous êtes surprenants les gars. Bravo. Donc je vais roder mon discours autrement. Non, mais en vrai, la souveraineté, en fait, nous, ce dans quoi on travaille, notre secteur, ça s'appelle le numérique responsable. Dans le numérique responsable, tu as à la fois l'aspect environnemental, à la fois le côté social, mais tu as aussi le côté souveraineté.
aujourd'hui. Donc, t'as une responsabilité de tes données, de pas les laisser partir aux US, par exemple, avec, tu connais toutes leurs lois où ils peuvent ouvrir le capot et regarder chez toi sans vergogne. Donc, la souveraineté, nous, on a tendance à faire converger, si tu veux, souveraineté et écologie, parce que le mix énergétique en France, il est très peu carboné. Merci le nucléaire. Après, encore une fois, moi, je défends pas le nucléaire. Tout ce que je dis, c'est que ça émet moins de carbone que le charbon ou que le pétrole ou que le gaz. Mais ça reste, il y a d'autres problématiques qui sont associées à à ce, à ce, à Cette source d'énergie. énergie. Merci à cette énergie primaire. Euh, donc, oui, là, il y a une claire convergence entre souveraineté et écologie. Par contre, demain, tu te retrouves en Allemagne, bah, concrètement, voilà, où le mix énergétique, il est peut-être ça dépend des périodes, mais entre 6 et 10 fois plus carboné. Bah là, ta souveraineté, elle va pas être écologique. Il vaudrait mieux que tu héberges en France, mais après, bon, tu restes quand même en Europe, donc ça reste une souveraineté relativement maîtrisée. C'est pour ça que nous, on milite beaucoup sur une souveraineté européenne, et c'est d'ailleurs quand même la tendance qui est en train de prendre. Néanmoins, je pense vraiment que tout le monde a intérêt à vraiment scruter, à faire attention à ce que sont capables de faire les hyperscalers, notamment avec nos données. Et avec une administration comme celle de Trump, effectivement, sans rentrer trop dans des débats géopolitiques, on est sur des gens qui sont concrètement tout puissants et qui se sentent en tout cas tout puissants. Et si à un moment ils veulent regarder tes datas, ils vont pas se gêner. Ouais. Et ils vont pas demander que tu signes une autorisation. Donc là, le but, c'est de se dire vraiment que l'Europe a des atouts à défendre. Et les hyperscalers ne sont pas trompés. Tu as déjà entendu parler de Sense, qui est l'association de Google, de GCP, Google Cloud Platform, avec Thales. Il y a pas mal de choses qui émergent. Il y avait Bleu avec, je crois que c'était Orange, Capgemini. Enfin, bon, là, il n'y a pas d'hyperscaler. Orange, Capgemini et Azure. Et Azure, c'était OK. Donc, il y avait bien un hyperscaler. Donc, ils s'y trompent pas. Ils savent qu'à un moment, le vent va tourner. Je regardais récemment un rapport d'IDC qui donnait justement les prochaines tendances sur ces sujets un peu infrastructure ou les outils d'observabilité. Il disait que la souveraineté allait être un des gros enjeux, en plus de, évidemment, la sécurité, l'open source qui génère aussi pas mal de bruit et l'environnemental, naturellement. Mais tu sais que depuis hier, je crois, je sais pas s'ils l'ont lancé hier, mais AWS a fait l'annonce. Ils ont Ouais. créé une filiale européenne Ouais. qui sera donc européenne. Je sais plus si Ok. c'est en France ou en Allemagne. Oh, Et pourra délivrer les services AWS tout en étant 100% européen. malin. Malin. C'est. Peut-être, faudrait voir le truc. Après, Ouais. oui, allons-y. Il y a Bleu, il y a Sens, il y a tout le monde, allons-y, c'est pas grave. Ouais. Diversité, allez, c'est parti. Mais demain, en plus d'être DevOps ou d'être un super ou une super technicienne IT, va falloir être juriste, hein, parce que ça va être un sacré bordel, hein, je te le dis. Euh, non, mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Mais tu sais que par exemple, Mm. AWS, ils ont pas un seul data center en propre en France. Hein. C'est que des colocs à chaque fois. Ouais, Personne n'a ouais, voulu AWS chez soi. Les clairement. politiques se battent. Cocorico. Allez, les bleus. Ouais. Je passe du Coca Light. Est-ce que t'as des... Enfin, pas vraiment, en fait. Est-ce que t'as des modèles en matière voilà, de politique écologique? Encore une fois, sans faire le point levé. Mais je veux dire, est-ce que t'as des personnes qui t'inspirent et qui Ouais, t'aident donc à développer ton entreprise? des leaders d'opinion, tu veux dire en Ouais, gros. ça peut être ça, ça peut Ouais, être des par exemple. intellos. Ouais. Ouais. Écoute, j'apprécie beaucoup Jean-Marc Jancovici. Alors, c'est assez Mhm. classique, hein, parce que c'est quand même quelqu'un de très connu dans notre secteur, enfin le secteur plutôt des sciences environnementales, parce que c'est un excellent vulgarisateur. C'est quelqu'un qui produit du contenu de qualité. C'est quelqu'un dont je me sens proche des idées. Lui, pour le coup, ben, on le taxe de défendre le nucléaire. Nucléaire. Ouais. Mais il est super clair sur le fait que bah, la transition écologique qu'on est en train d'amorcer, elle se fera jamais sans le nucléaire. Donc lui, il est quand même c'est quelqu'un de pragmatique. Et nous, chez Soft, on défend vraiment cette valeur de soyons pragmatiques. Je veux dire, on va pas révolutionner. Visons haut, évidemment, mais il y a un moment, il faut viser haut tout en restant réaliste, tu vois. En se basant Donc, sur la data, ouais. Jancovici, beaucoup, ouais. Il a notamment sorti une BD qui a été très très bien reçue, qui faisait partie des meilleures ventes en 2024, il me semble. Donc,
top. Je trouve que c'est des gens comme ça qui nous font progresser. Il y a de plus en plus, hein, il y a même des humoristes maintenant qui font de l'écologie. Il y a plein de monde sur le sujet. Ok. Et du coup, justement par rapport à ça, parce qu'en fait, encore c'est une grosse partie des gens, parce que Mais il y a t'es au beaucoup. Brésil, toi, donc. Oui, c'est vrai qu'au Brésil, c'est vraiment ultra secondaire. Hein. Désolé, hein, mais On a une Brésilienne dans l'équipe, elle ouais. nous a déjà dit. Ouais. Mm. Mais je veux dire, même en Europe, il y a encore des mythes, il y a encore des croyances fausses, justement, qui sont pas basées sur. Parce que maintenant, on est dans une. Alors, je vais parler comme un boomer. On est dans une société beaucoup moins rationnelle, j'ai l'impression des fois, et beaucoup plus réactive par rapport. Il faut de la sensation, etc. Et du coup, on se crée parfois peut-être des croyances et des mythes. Et du coup, est-ce qu'il y a des mythes que tu voudrais démystifier par rapport à la décarbonation ou au green Alors, ouais, si tu veux, en moi, général? il y a une histoire de récit derrière tout ça, ce que tu appelles des choses qui vont être un peu mystifiées ou des choses qui vont être un peu, qui vont devenir des éléments de conviction. C'est vraiment lié aux différents récits. Moi, je crois fondamentalement que pendant très longtemps, le récit autour de la décarbonation, c'était un récit de sobriété, c'était un récit de privation. Tu vois, c'est que des choses pas drôles. Tu vois, sobriété, c'est l'inverse d'ébriété. Décroissance. Ouais. Ouais, voilà, décroissance, ça fait peur, tu vois. Sobriété, l'inverse d'ébriété, t'es là, ouais, c'est pas le truc le plus rigolo, quoi. Et en bon français, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a, ouais, il y a eu, il y a des mythes, évidemment, et je pense qu'on peut vivre en fonction de nos besoins et on peut vivre confortablement sans scier la branche sur laquelle on est assis, concrètement. Enfin, là, aujourd'hui, tu vois, enfin, moi, à Paris, je suis généralement à pied, mais tu regardes le nombre de SUV dans la rue, et désolé, c'est peut-être un poncif un peu facile, mais le nombre de SUV que tu vois en ville, le gars, il a ça pourquoi, son truc de 2 tonnes pour escalader un trottoir de 20 centimètres? Ça va, les gars, on arrête un peu les conneries. Donc, ça Mm. n'a pas de sens. Et on est en train d'électrifier des bagnoles qui sont de plus en plus lourdes aussi. Enfin, à un moment, on marche sur la tête et concrètement t'as pas besoin, enfin on a créé, et c'est un peu tu vois, la vertu du marketing, ou le vice plutôt maintenant du marketing, c'est de te faire croire que tu as des besoins qui, ah non, enfin, c'est pas vrai, t'as pas ces besoins-là, t'as pas besoin d'avoir une voiture de 7 places pour te déplacer 90% du temps tout seul pour aller au boulot. Excuse-moi, ça n'a pas de sens. Petite pensée pour mon voisin qui a un Dodge Ram gigantesque et qui n'a pas un, un petit morceau de terre ou quoi que ce soit. Le truc brille et il sert à rien. C'est du 4x4 normalement qui est fait pour travailler dans les champs ou je sais pas quoi. Donc ouais, On aime. voilà, parfait. Ouais. Voilà donc Patrick, je sais pas comment il s'appelle. Jean-Claude, si tu nous regardes, merci, merci à toi. Joao. Joao, voilà. C'est plus cool. Voilà pour mes questions, Anthony. J'en ai peut-être après, mais ça reste entre nous. Hein. Vous êtes bien urbain, mon cher Jérôme. Vous êtes bien urbain. Alors, on a une petite chronique, Julien. Ça s'appelle le Cloud Client Simulator 2025, bien sûr. C'est la dernière version. Ouais, c'est la toute dernière version. Génial. Je sens vraiment chanceux. Et l'idée, c'est que, en fait, il y a des clients qui vont venir à toi et qui ont des questions. Ils sont souvent désemparés, ils savent pas quoi faire. Ok. Et donc, stage 1, on a René Cloud. René Cloud qui a un gros parc de 200 000 VM. Et en fait, c'est son stagiaire Pedro qui avait tout créé. Et il est parti. Et elle sait pas gérer. Et le business, il tourne. Et il a fait un petit... En 3 mois, le gamin, il a fait un truc carré. Ça fait de l'oseille. Les 200 VM sont à peu près utilisés, mais c'est rentabilisé. C'est juste qu'elle sait pas quoi faire avec et qu'elle se dit qu'il y a un truc à faire. Est-ce que tu peux aider cette dame? C'est une question assez technique là. Tu veux... Alors, nous concrètement, là, le mot-clé que j'ai envie de prononcer tout de suite, ça va être observabilité. C'est-à-dire, regarder, c'est placer des sortes de tours de contrôle partout sur ton infra qui vont pouvoir te dire où sont
tes infrastructures critiques, où sont celles qui Mhm. tournent trop, où sont celles qui tournent pas assez, le coût qui est généré par tout ça, quelle est la performance des unes et des autres, Mhm. et après tu descends à différentes mailles évidemment, jusqu'à la maille requête, pour comprendre un peu quelle est aussi l'expérience, in fine, de l'expérience de ton client en bout de ligne ou de ton utilisateur en Mhm. bout de Mhm. ligne. Mais, mais 200 000 VM, ouais, je souhaite d'abord bonne chance. Ouais. Tout à fait. Moi, c'est ce que je lui ai dit à René Cloud. Je lui ai dit, si tu comprends pas, déjà, tout empire commence par un inventaire. Voilà. Donc, Ouais, c'est trop bien vu. compte tes VM et ensuite on en repart. Ouais. On a le stage 2. Cette Ok. fois-ci, c'est Jean-Claude. Jean-Claude, il a un souci. Jean-Claude, il a une petite boîte. Il vend des petits synthétiseurs, comme synthétiseurs de son, tu vois, pour faire de la musique, etc. Et il en vend blindé, mais c'est pas des synthétiseurs hardware, c'est software. Et il en vend blindé. Et en fait, c'est juste pour ceux qui comprennent, c'est des clients légers. Et lui, il a des serveurs et les synthétiseurs tournent sur ses serveurs. Et donc, il garde sa licence musicale, tout ça. Il est malin, Jean-Claude. Il est malin, mais depuis 2-3 mois, il se mange des factures à 200K par mois. Et ça lui pique. Ça lui pique les poches. Est-ce que tu peux aider mon poteau Jean-Claude? Ah waouh. Là, là, c'est le corner, là. Là, c'est le corner. Euh, que tout le monde soit bien au courant. Moi, je fais pas d'infra, je fais pas de DevOps. Moi, aujourd'hui, j'aide mes clients qui font ça. Non, Euh, non, moi je pensais que je te l'envoie. Après, chez Soft, t'arrives à le rediriger vers des gens qu'il faut, qui vont l'aider. euh, Lui donner un contexte, que lui il est perdu, hein, il comprend rien, et moi je lui ai dit si tu me payes pas, je t'aide pas. Donc, Ben, en gros, tu vois, nous, ce qu'on fait chez Soft, c'est concrètement, c'est apporter un nouveau prisme d'analyse. Donc là, concrètement, on est sur quelqu'un qui a une infrastructure, bon, qui est un bon vendeur, qui est sûrement un bon codeur, qui a compris un peu le mécanisme pour faire de l'argent. Mais mhm, néanmoins, il avait sous-estimé le poids dans sa structure de coût, le poids des infrastructures, parce ouais, qu'il est victime de son succès. Mais là, pour moi, c'est un peu la même histoire que au stage 1, c'est-à-dire que là, ce qu'il lui faut, c'est un outil qui lui permette d'analyser exactement comment fonctionnent ces infrastructures, quels sont les seuils qu'il doit surveiller, quels sont les services qu'il rend, et potentiellement même peut-être qu'il a mis en place une infrastructure beaucoup plus lourde ou des machines beaucoup trop lourdes par rapport à son besoin. Et là, et pour moi, une des clés, et ce que je recommande à beaucoup de mes clients, c'est d'aller challenger le besoin avec le produit ou avec l'utilisateur et de comprendre vraiment est-ce qu'on a besoin de ci ou de ça, comprendre ce qui est utilisé, ce qui n'est pas utilisé, ce qui est utile, et voir comment tu peux peut-être rendre ton produit plus frugal et donc, in fine, en bout de ligne, ton infrastructure plus frugale. Mais en tout cas, il y a une notion de quels sont tes prérequis, de ton cahier, quel est ton cahier des charges et est-ce que vraiment ton cahier de charges a besoin d'être ceinture bretelle ou est-ce qu'on peut avoir des choses plus frugales et juste utilisables et utilisées. ok, 2 petites secondes. Ouais, Jean-Claude a l'air satisfait. Et je pense qu'il va t'appeler. Ouais, je pense. Euh, on a le final stage. Ok, c'est le big boss Chez- là. Ouais, c'est Anne Là, je suis Cloud. monté en pression là. Si on monte encore plus technique, Non, je vais Anne appeler Cloud, quelqu'un. elle est cool comme meuf, mais c'est un peu complexe. Mais elle est cool. En fait, Anne Cloud, elle est sous-préfète de Guyane. Et donc, ils ont une infra avec 2-3 trucs, connectés avec un joli câble à Ariane 6 et tous les lancements de fusées qu'il peut y avoir en Guyane. Mais ils sont en charge du département. Et faut qu'ils sachent combien de grammes de CO2 sont émis tous les mois par leur infrastructure. Et faut qu'ils optimisent une fois qu'ils le sauront. Je peux lui dire de t'appeler. Ah, là, en plein dans le mille, évidemment. Ouais, je me ferai un plaisir de pas d'aller en Guyane, malheureusement, parce que ça impliquerait de prendre l'avion et prendre le bateau. J'en ai pour 3 mois. Mais on peut tout faire en remote, hein. On fait ça très très bien chez Soft. Et Hmm. justement, nos CSM dont je parlais tout à l'heure sont des très bons. On développé de très bons relationnels, de très bonnes techniques pour le travail à distance. Euh, Là, dans ce cas-là, typiquement, on est bon sur une infra on-prem. Hmm. Là,
le principe, c'est tu vas avoir deux vecteurs importants. Le premier, c'est le matériel. Le second, c'est ta consommation électrique. Évidemment, finalement, c'était deux inducteurs d'émissions carbone. Donc, le Ouais. but, ça va être de faire comprendre déjà à cette personne voilà, quel est l'état de son matériel. Tu parlais tout à l'heure d'inventaire, mais voilà, ça fait partie des choses que nous, on relève parce que c'est des choses qui sont importantes. Un serveur, tu peux considérer, je fais vraiment une moyenne très grossière, mais c'est à la fabrication, c'est 1500 kilos de CO2, tu vois. Donc, c'est énorme. Ouais. Un téléphone, ça va être plutôt 200 kilos, un ordinateur 800. Donc, là, c'est lui faire donner un état de son matériel, ensuite voir la consommation électrique des serveurs, et après rentrer dans les couches tech pour comprendre comment sont elles-mêmes utilisées les différentes stacks à l'intérieur, les différentes couches, et donc comprendre voilà les services qui sont utilisés, pas utilisés. Et le but, c'est potentiellement d'arriver à regrouper, à regrouper les VM, on va dire, sur un seul serveur pour laisser un autre serveur totalement éteint. Parce que si tu laisses le serveur branché en idle, vous connaissez le topo, ça consomme quand même beaucoup d'électricité, quoi qu'il en soit. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à optimiser cette infrastructure, qu'elle soit on-prem ou cloud. C'est quand même un peu les mêmes recettes, mais là, on a plus la main quand c'est du on-prem parce qu'on connaît exactement le matériel, on sait quand est-ce qu'il a acheté, ils ont la main sur le déplacement de VM et potentiellement de débrancher un serveur. Donc là, c'est encore plus intéressant en termes d'actionnabilité. Très bien. Je pense que Anne-Cloud va t'appeler. Je pense. Je vais lui donner le numéro, mais elle me parle de... comment ça s'appelle entre les dom-toms et l'hexagone, il y a des surfrais. Il y a celle qui vient de me l'apprendre, mais elle va t'appeler quand même. Du coup, c'était le boss, le big boss. Donc, Ouais. a priori, attention, je vais sortir les effets pyrotechniques. T'as filé au stage 3, on est bon, tu vois. Les gars, A priori, moi, tu confirmeras, Jérôme, mais c'est les juges qui vont décider. Mais moi, je trotte pour un 41 267 points. Quelque chose à peu près comme ça. Ouais, c'est un 67, ça. Ouais, t'as vu, on est d'accord. Mais c'est les juges qui décident, c'est pas nous. Bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, Julien, c'est qu'on t'enverra le score avec le diplôme. Après, Merci. tu le recevras. J'aime bien me Oui, moi. J'aime bien savoir qui. tout à fait. Non, on a le tableau des scores sera sur une autre feuille qui Trop sera cool. joint. T'inquiète pas. J'ai vu quelques copains passer avant chez vous, donc je peux voir à quel point je me suis bien battu. Ah, tout est dans un dé à coudre. Vraiment, Ouais. c'est... Mouchoir de poche, j'imagine. Ouais. Et puis il faut savoir que les juges sont corrompus, donc tout peut changer du jour au lendemain. Ok. Ouais. Il Et suffit d'envoyer un RIB, les gars, sur mon LinkedIn, envoyer. Ouais. c'est ça. En plus, ils font des choix rétroactifs, ils changent les scores 2 mois après. Donc, J'ai l'impression que c'est ouais, tout est possible. Tout est possible. De toute façon. impeccable. Pour en revenir... Je rappelle, Jérôme, c'est fini, hein, Bolsonaro. Donc maintenant, on se range. On est Ouais. droit. Enfin, pour l'instant, ça va revenir. Attends un peu. Ouais. c'est clair. C'est clair. Revenons-en à notre superbe industrie qu'est le cloud. J'avais une question, un avis, ton avis à propos d'une chose, Julien. C'est pour toi, qu'est-ce que valent les CO2 green ou je sais pas comment on peut les appeler, évaluators qu'on peut trouver chez les cloud providers. Quand AWS me dit alors suivant ce que tu as consommé, là ça vaut tant. Qu'est-ce que je peux penser de ça en fait? Écoute, moi, je suis ravi déjà qu'ils prennent cette direction-là. Ça va être le discours un peu politique, mais je le pense fondamentalement dans le sens où ça veut dire que s'ils le font, c'est qu'il y a bien eu un besoin client, il y a eu des demandes, donc ils font pas ça gratos. Néanmoins, on voit que ça met du temps à se mettre en place, dans le sens où c'est souvent géré au niveau des US et comme on le disait tout à l'heure, hein, je vais pas le rappeler, mais voilà, les US c'est pas leur passion du moment. Alors, qu'est-ce que c'est le problème chez eux? En général, le premier problème que tu vas rencontrer, c'est que nous, la plupart des entreprises qu'on adresse sont multi-cloud. Et pour faire du multi-cloud, pour comparer un cloud à un autre, ou une application à une autre hébergée chez des hyperscalers, tu vas avoir besoin d'avoir accès à la méthodologie pour comprendre ce que tu compares. Sauf que
malheureusement, nos amis hyperscalers, ils en donnent pas des masses sur la méthodologie. Ils essayent, hein, Hmm. franchement, ils font des efforts. On en a lu beaucoup. Ils envoient des papiers assez costauds. Mais in fine, ça en dit pas lourd. Et en fait, bon, tu te rends compte que concrètement, c'est incomparable. Tu vas pas comparer des pommes avec des pommes si tu prends la calculette AWS, GCP et Azure. L'autre objet, c'est que tu as souvent une granularité, enfin, t'as jamais d'ailleurs, la granularité à la VM. Donc, tu peux pas descendre à la VM au projet. T'as pas de données métiers comme les tags. Nous, on utilise les tags, c'est super important. Les tags, la Hmm. critique des applications, etc. Parce que c'est comme ça que tu vas décider. C'est comme ça Hmm. que tu sais à qui appartient finalement l'application et à qui vers qui tu dois te tourner pour optimiser, ou pour valider justement Attends, t'es en train de me dire qu'ils font juste un TCO qui donne basiquement par service, mais qu'on n'a pas une vraie granularité pour pouvoir prendre des vraies décisions. ouais, Ok, ils font, d'accord. ils font, ils font des choses. Ils peuvent faire des choses granulaires, mais pas au niveau de la VM, par exemple, tu vois. Où Ok. ils vont pas inclure des tags et tout ça. Je dis pas Hmm. qu'ils le feront pas. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Je sais que, bah, tu vois, GCP, par exemple, pour moi, ça fait partie c'est l'hyperscaler le plus avancé. Hmm. Euh, et, euh, et ouais, non, et après, bah, par exemple, la data, elle est disponible, fin de mois plus 15 jours. Nous, tu vois, c'est le lendemain, t'as la data. Ça, c'est con, mais Ouais. si tu veux piloter, si tu veux prendre des actions et si tu veux voir les impacts que tu as eu, c'est quand même plus cool d'avoir quasiment du real time. Ouais. Donc voilà, la démarche, elle est, elle est, elle est saine dans le sens où ça va dans le bon sens. Après, elle est pas complète, quoi, du tout. D'accord. Et sur ce point, ne serait-ce que le cost, le CO2 calculator, ou même les communications qu'ils font, tu vois une différence d'idées entre les cloud providers US, les Français et les Européens? Ouais. Alors, européen, j'ai moins de maîtrise, mais quand tu vois un Skyway ou un OVH, l'effort qu'ils mettent sur leur calculette carbone et la transparence qu'ils mettent, en fait, si tu veux, ce qui est un peu plus facile pour nous aussi, c'est parce qu'on connaît en plus les gens avec qui ils ont travaillé. Tu vois, Hein. c'est des cabinets de conseil qui les ont accompagnés, qui ont pondu la méthodologie, c'est des gens de confiance. Euh, il y a un vrai travail de transparence, Hmm. beaucoup plus que ce qu'on va voir chez les hyperscalers. Après, bah, moi, mon problème concrètement, c'est que, enfin, franchement, je salue la démarche vraiment, mais mon problème, c'est que bah, mes gros clients, ils bossent pas avec les clouds français, quoi. Ouais. Aujourd'hui, très peu, très peu. Donc, Très peu. Et typiquement dans le CAC 40, ils sont toujours frileux. Je sais qu'ils sont en multi-cloud, qu'ils ont quand même deux, trois petits trucs qui traînent par-ci, par-là, mais que c'est pas leur préférence. Et il n'y a pas ce petit renversement qui leur dit, regarde, tu peux profiter d'un Secnum Cloud, tu peux profiter d'un nucléaire non carboné, tu peux ouais. profiter de Zinedine Zidane. Enfin, il n'y a pas ça qui leur dit à ces entreprises qui leur Non, font en rester en France. ouais, je saurais pas t'expliquer. Enfin, nous, tu vois, on héberge une grosse partie chez Scaleway, justement, parce que voilà, français, parce que souveraineté, parce que décarboné. Hmm. Mais effectivement, on ne les retrouve pas chez les grands clients, pas du D'accord. tout. Ça Et, date, hein. et ouais, je reviens d'un super voyage en Suisse qui en fait était l'année dernière, hein, mais on va dire que c'était il y a pas longtemps, sachant que la vidéo Exoscale vient de sortir, vous pouvez aller la regarder sur la chaîne YouTube. On va dire que c'était il y a 2-3 mois, mais c'était il y a 1 an et 2 mois, mais bon, c'est pas grave. Et Post-prod. on avait... Non, j'ai d'autres espaces-temps, je traverse trucs. Vous pouvez pas comprendre, vous pouvez pas comprendre. Bref. Et donc, dans cette vidéo, on parle beaucoup des dernières normes européennes qui sont sorties. Je me rappelle plus exactement le nom de la loi européenne qui impose aux entreprises d'une certaine taille de devoir faire un inventaire de tout le CO2 qu'on peut émettre, et en gros de se mettre dans un certain cadre ESG, écologie sociétale et gouvernementale. Tout ça, c'est bien. Mais en réalité, quand je m'inscris dans une société, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, parce que, en fait, si je suis une société du CAC 40, en fait, tout ça, ce que je suis en train de dire, je m'en fous un peu. Parce que j'ai pas besoin d'investisseurs, j'ai déjà beaucoup de fonds, j'ai une force de frappe énorme. Alors que si je suis une start-up, toutes ces lois, je vais m'y conformer, parce qu'il n'y a pas forcément de sanctions.
mes cabinets d'investissement, mes ventures, tout le monde va me demander est-ce que tu peux être plus souverain, est-ce que tu peux être plus économe, est-ce que tu peux être plus ceci, plus cela. Donc, je sais pas si toi, tu as la même vision des choses où les gros du CAC 40, ils veulent que ça fonctionne, point barre, alors un plus start-up, il essaiera d'aller plus vers l'éthique parce que de toute manière, tout lui demandera, que ce soit la subvention du département ou son venture. Euh, alors, je pense que la loi dont tu parles, la directive, c'est la CSRD, Exactement. voilà, qui gère en fait le cadre du reporting extra-financier. Donc, c'est pas que environnemental, mais beaucoup, sur lequel justement il y a eu aussi un petit retour en arrière. Ça c'est devenu un peu moins Ouais, ambitieux. petit retour aux premières. On leur a dit, mets pas la marche arrière, s'il te plaît. Et oui, ouais, Ouais, c'est pas faux. ouais, c'est clair. C'est pas une marche arrière, mais c'est quand même ouais, c'est un ralentissement, Mm. ambition un peu moindre. Euh, je dirais pas que les grandes entreprises s'en foutent parce qu'en fait, faut pas vraiment pas sous-estimer le poids de la notoriété pour ces boîtes-là. C'est ultra important. Aujourd'hui, ça veut dire que elles, depuis des décennies, doivent publier leurs comptes et publier justement leur rapport extra-financier. Euh, si tu, enfin, concrètement, il y a eu des débats, il y a eu beaucoup de polémiques autour de certaines boîtes qui respectaient pas certains b.a.-ba environnementaux. Donc, c'est vraiment c'est lourd. C'est lourd de sens pour une entreprise de pas se conformer à ce genre de choses, de pas avoir un minimum d'éthique. Après, oui, c'est sûr que quand bah, le PDG de Total, il te dit, bah ouais, mais vous consommez du pétrole. Bah ouais, t'es là, bah oui, mais tu fais pas beaucoup d'efforts pour qu'on fasse autre chose non plus. Mais il se positionne en tant que, en bout de ligne. Alors qu'en réalité, il est quand même aussi en début de ligne, enfin, il fait de l'exploration et tu vois, il y a quand même une grosse partie encore de ces explorations qui sont pas de l'éolien et de l'éolien, hein. Enfin, de l'éolien et du Mm. solaire. Ouais. Euh, donc, enfin, tu vois, le projet ICOP en Ouganda, c'est monstrueux en termes d'impact environnementaux et sociaux et biodiversité, quoi. Bref, du coup, ces grandes entreprises, elles ont quand même un certain devoir d'exemplarité et parce qu'elles sont très scrutées. Néanmoins, je Mm. te dis pas qu'elles font pas de la merde par ailleurs, hein, clairement pas. Mais voilà. Et les startups, scale-up, ça va dépendre un peu de la taille. Nous, concrètement, dans le métier qu'on fait, on peut pas se permettre de pas être exemplaire. Donc tu vois, on est Bicorp, on a des labels numériques responsables. Là, on va être ISO 27000, ça c'est plus pour nos clients. Mais on fait beaucoup de choses pour faire en sorte que on est exemplaire, qu'on va se diriger. Tu vois, on fait vraiment gaffe aussi à la balance. Enfin, vie privée, vie pro. On fait gaffe aussi tu vois, à l'équité des genres, ce qu'on appelle la gender pay balance, donc le, tu vois, l'équilibre Ouais, de paye mm. entre femmes et hommes dans la boîte. Tu vois, ça, c'est des choses aussi que nous demandent aussi nos investisseurs. Donc, effectivement, nous, on a aussi une pression à la fois parce que on veut que nos collaborateurs se sentent bien et on veut une boîte équitable, mais on a aussi une pression de nos investisseurs. Un peu moins, je dirais, des clients à date. Je le ressens pas vraiment, mais on nous demande quand même de montrer patte blanche sur plein de sujets. Mais c'est pas non plus, on nous passe pas sous un scan super fin de qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous faites sur les femmes, les hommes, la diversité, l'inclusion, l'environnemental et tout ça. Notre bilan carbone, par exemple, on le fait depuis le tout début. Donc là, on en est à notre Ouais. troisième bilan sur nos 3 ans et demi. Mm. Euh, je me rappelle pas qu'il y ait un seul client qui nous l'ait demandé. Par contre, des investisseurs, oui. Pour les Mm. labels, oui. C'est important. Et nous, on le communique parce que ça permet aussi aux softies de comprendre où sont nos impacts et voir comment on peut les réduire. Ouais. Les Voilà, softies étant les gens qui travaillent chez Soft. bien vu. J'adore. J'adore. C'est cool. Et bah là, j'aime bien, tu m'as bien répondu à mes questions parce que je t'ai demandé un petit peu quel est ton sentiment des clouds US et des clouds FR. Après, je t'ai demandé pour les clients US, les clients FR. Non, je t'ai demandé pour les petits clients FR et les petits et les gros clients FR. Et Ouais. pour ce qui est des Américains, tu sens que eux de leur côté, en tant que client, ils se posent ces questions ou c'est encore loin? Écoute, on a souvent quand même notamment grâce à nos partenaires, on a souvent quand même des approches. Mais c'est vraiment ça, c'est de l'approche. Ça tâtonne Hmm. gentiment. Concrètement, je ne cache pas que l'administration Trump a pas fait du bien sur le sujet ESG aux US. Clair. Euh, c'est marrant, il y a une expression que j'ai entendue la dernière fois sur France Inter, enfin avant que Trump soit élu, je la place parce qu'elle me fait beaucoup rire. Il disait qu'à l'époque, à Trump numéro 1, il y avait des contre-pouvoirs, notamment, je crois que c'était à la Chambre, etc. Même, je crois que c'était la cour suprême.
Là, il disait, si jamais Trump passe, il n'y a plus d'adultes dans la pièce. Et c'est exactement adulte dans la pièce. C'est un playground géant. Le gars, il fait ce qu'il veut, c'est roue libre. Et donc, enfin, il a sucré beaucoup d'aides sur les trucs environnementaux. Il a demandé à des boîtes françaises, enfin, l'ambassade aux US, l'ambassade US en France, a demandé à des boîtes françaises de stopper leur politique de diversity and inclusion. Tu vois, t'es là, mais là, on est dans une espèce d'ingérence que je trouve totalement infâme. Donc, tout ça pour te dire, pour répondre quand même à ta question, ouais, c'est pas le moment de dire. Enfin, moi, je m'y jetterai pas à corps perdu aujourd'hui, clairement pas. Par contre, comme je te disais, on a quand même signé un premier contrat aux US. Ça fera sûrement des petits, et on l'espère, mais ça va pas être notre target stratégique sur les 3 prochaines années, quoi, concrètement. Ouais. Donc, voilà, genre, Oui, un surtout beau marché. vu le nombre de personnes exactement qui sont Ouais. et surtout tout ce qu'ils émettent sans trop réfléchir, ça peut être un beau marché, oui. Pour en revenir un petit peu au cadre d'une entreprise sans retourner dans notre cloud client simulator, euh, moi dans l'informatique, je vois pas mal de tendances où la tendance arrive, une fois qu'elle est un petit peu installée dans les mœurs, on commence à dire ce n'est pas un métier. Et une fois que les gens commencent à pas comprendre que ce n'est pas un métier, on leur explique que c'est plutôt quelque chose à distiller dans chacun des esprits pour que ce soit du bon sens exécuté par chacun. Déjà, est-ce que tu vois la même chose un peu dans le GreenOps? Je sais que dans le FinOps, par exemple, ou dans le DevOps, d'ailleurs, on n'aime pas dire que c'est un métier, on aime dire que tout le monde devrait s'intéresser à la chose. Même chose pour la sécurité. Il devrait pas y avoir un référent sécurité, il devrait être tout le monde qui ferme la porte derrière lui, tout le monde qui a une clé, tout le monde qui ceci, etc. Et Ouais. toi, tu vois un petit peu la même chose dans le green, tout le monde devrait s'y intéresser ou devrait y avoir un cabinet rouge qui met tout le monde à l'amende? Ils appellent ça souvent tu sais, un peu les dictateurs de l'environnemental, ils appellent ça les Khmers verts. Mais C'est ça, exact. ouais. Ou les pastèques aussi, c'est ça que j'avais entendu, les Bon, pastèques, qui sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, histoire. euh, ouais, ben, je peux que aller dans ton sens, je peux qu'abonder là-dedans. C'est que nous, on a un vrai travail d'évangélisation. Aujourd'hui, c'est le plus on aura d'ambassadeurs, le mieux ce sera. Je te donne encore un exemple très opérationnel. Hier, on discutait Mhm. avec une équipe applicative, avec des IT leaders, des PO, des PM, des devs et tout ça. Il y en avait un qui était convaincu. Et en fait, ça a porté tout le groupe parce que lui nous a dit oui, moi j'ai testé la plateforme soft, j'ai vu ça qu'on pouvait faire, nanana, et ça a entraîné tout le monde. On a fini avec un plan d'action concret à l'issue du call, tu vois, de l'atelier. Et ça pour moi, c'est du pain béni. Mais il y a un vrai rôle d'évangélisation, un vrai rôle de faire comprendre un peu quels sont les enjeux du numérique. Tu vois, l'IA déboulé tous azimuts dans tous les moindres recoins, que ce soit ta vie perso ou ta vie pro. Ça aussi, ça a un impact vraiment non négligeable avec des GPU Mhm. à la place de CPU, avec une utilisation qui est quand même très massive. Et t'as qu'à regarder Google et Microsoft qui ont totalement dévissé de leurs émissions carbone. Ils ont fait genre entre plus 30 et plus 50% sur les 3 dernières années. Et ça, c'est lié à l'IA principalement. Donc oui, des ambassadeurs, oui, de l'éducation, oui, de la formation, oui, de la sensibilisation, tout ça, c'est ultra important. Mhm. Et cette formation, tu la mets où justement avec l'IA? Parce que là, on est dans le maximum de l'antinomie. Ouais, ouais, Pour une ouais. requête, enfin ça dépend la requête, ça dépend le hardware, etc. Tout peut évoluer, hein, les requêtes, les modèles, les patatis. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et la route dans laquelle on va, en tout cas les leaders vers lesquels ils vont, quand je dis leader, c'est le couple OpenAI et Azure, enfin Ouais. Microsoft. Là, on va vers un choix pour moi. Tu préfères un grille-pain ou des questions à une intelligence artificielle? On est un peu en train d'aller vers là. Tu vois. Il va falloir choisir l'électricité pour l'un ou pour l'autre. Ouais, ouais, non, mais Euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a à la fois des stress, effectivement, sur la production électrique, mais aussi des stress hydriques. hmm, On est vraiment sur les deux dimensions. Et l'eau, bah, tu peux passer 3 semaines sans manger, tu passes 3 jours sans boire, c'est fini pour toi, hein. Donc ça aussi, je Terminado. pense que normalement, en termes d'autonomie, tu captes vite l'enjeu que ça a pour toi. Et du coup, bah, ouais, moi, je trouve ça inquiétant parce que je suis quand même très conscient, tu vois, d'être dans
dans un microcosme, dans ce microcosme du numérique responsable, du gens qui font de la tech for good, etc. Et que les gens qui sont autour de moi sont conscients, comprennent que une requête Google versus une requête ChatGPT, ça n'a pas la même dimension, que utiliser ChatGPT pour faire relire son email, c'est con. Enfin voilà, enfin en tout cas c'est con, on va dire, c'est pas le meilleur cas d'usage. Enfin voilà, j'ai des gens éduqués sur le sujet autour de moi, mais force est de constater que ces gens autour de moi sont pas la majorité de la France ou de la planète, tout simplement. Et on a vraiment une course à l'échalote, course aux échalotes. Bon, on dit. Pour le sujet, ouais, j'ai voulu la caler, tu sais, c'est toujours un peu parfois des vieilles expressions. Faut pas se lancer comme ça en live, très dangereux. Mais non, faut le mettre avec aplomb. Tu la mets et tu fais genre, c'est Ouais, bon, t'avais pas compris, tu vois. en tout cas, vous l'avez compris, bon, il y a une course effrénée vers la performance, vers toujours plus de services, de modèles performants, etc. Et derrière, bah, tu as Nvidia qui se gave en disant ah, regardez, je vous ai sorti un GPU qui est encore plus performant, que je vais vous vendre 200 000 balles. Et ça, c'est juste, on rentre dans un truc hallucinant où tout le monde se tient les uns avec les autres. Et après, on a aussi la mystification autour de l'IA qui fait accélérer tout le monde. Si tu prends pas le virage de l'IA, bah, c'est fini, tu seras plus embauché parce que tu seras nul, tu seras pas bon, tu seras pas ce qu'on adore, tu seras pas genre productif. Nous, évidemment qu'on y réfléchit, évidemment qu'on a mis en place des cas d'usage, mais on a, tu vois, pour donner un exemple, on a vraiment bordé, on appelle ça vraiment un protocole d'expérimentation un peu, c'est-à-dire qu'on a sélectionné des cas d'usage dans lesquels il nous semblait être important et intelligent de mettre à contribution l'IA. Et à la fin, on fait un bilan. C'est-à-dire, voilà, combien de temps tu as passé à faire ci, à faire ça, combien de temps tu aurais passé si tu avais fait ci ou ça, tu as fait sans IA. Est-ce que, par exemple, le code qui a été produit, est-ce qu'il a généré plus de bugs? Est-ce que l'industrialisation de ce code a demandé beaucoup plus de temps aux tech, etc. Tu vois, le but, c'est vraiment de... Et oui, il faut se poser des questions. Ben, c'est toujours pareil. Malheureusement, il y a quand même un moment où ben, on peut pas agir en toute impunité. Donc nous, on fait vraiment attention à ça. Mais il y a le seul point, si tu veux, positif que je vois là-dedans, c'est que je commence à voir mes clients qui me disent, alors là, on a laissé un peu tout le monde jouer, et je commence à avoir deux soucis. Le premier, c'est la sécurité, parce que je sais pas du tout ce qui part de chez moi pour ce qui est pas en hébergé chez eux, etc. Et numéro deux, là, mon cloud commence à me coûter bonbon, quoi. Parce que ben, Bedrock, OpenAI, tout ça ça commence à facturer sévère. Donc, tu as la Quanta qui commence à augmenter. Et ça, bah, ça reste un des meilleurs arguments pour regarder l'usage. Claire. Et tu penses que les prix vont augmenter La facture ou pour les prix? s'adapter à les Ah, prix aux 10 000 tokens ah, utilisés pour franchement, correspondre à la réalité? Moi, je pense que ça va augmenter pour correspondre à ce que vraiment ils consomment derrière. Mais... moi, j'ai envie de penser un peu à un modèle Uber, tu vois, où au début, le chauffeur t'ouvrait la porte, bonbons, bouteille d'eau et tout ça, le prix cassé par rapport au taxi Au G7 à taxi. Paris, par exemple. Ah, Hmm. tu repasses ici, enfin tu l'as vu, hein, t'as pas de bouteille d'eau, les tarots, c'est les mêmes que G20, que G7, pardon. Enfin, le service a été totalement dégradé, les prix ont augmenté. Une fois que t'es captif, là on sait, par exemple, enfin nous on explique beaucoup chez nous, si le produit est gratuit, c'est que le produit c'est toi. Basta, tu vois. En Hmm. gros. Donc voilà, donc oui, ça va augmenter. C'est pour ça que nous, on préfère rationaliser d'ores et déjà. Certes, on y va moins tous azimuts que d'autres startups qu'on peut fréquenter autour de nous ou quoi, mais on est plus serein dans notre démarche et on n'a pas l'impression de brider les softies non plus. D'accord. Monsieur Jérôme, ça fait déjà 1 heure et quelques qu'on parle. Je te laisse la petite dernière salve de questions. À part Allez. Ça si... fait 1h03 et 45 secondes, t'es pas assez précis, Anthony. Tout. Non, mais c'est toi, t'es trop précis dans la vie. Je sais pas ce que tu fais au Brésil. Euh, Sinon, Julien, si t'as des questions aussi, tu peux les poser. Mais allez-y, je lâche. Alors là, on va basculer sur les questions Oprah Winfrey. Ouais, ben, je sais pas, ou Tony Robbins. Des questions plus personnelles, mais quand même liées à l'entreprise. Mollo, généralement, mes parents vont regarder sur moi. Bon, toi, t'as deux poids. Être entrepreneur et sauveur du monde, entre guillemets. Hein, Humanité. Ouais, de humanité. l'humanité. Bien, chaque fois que je me Le gourre, monde, la ça va Terre aller va s'en beaucoup. sortir. Donc, enfin, blague à part, c'est quand même
c'est une responsabilité, hein, c'est 2 grosses responsabilités. Tu fais quoi pour respirer? Pour éviter d'en mettre quelques-unes. Qu'est-ce que tu fais pour être plus productif, si tu as un type productivité ou organisation ou un truc comme ça? Et qu'est-ce que tu fais aussi pour te distancer du travail quand il faut? Ou tu es toujours 90 heures semaine en train de travailler? C'est des bonnes questions. En termes de productivité, donc moi j'essaye toujours d'adapter. J'essaye de changer parfois de mes routines ou mes habitudes. Alors évidemment, aujourd'hui, je commence à mettre un peu d'IA dans ma vie pour organiser des choses, tu vois, ou pour accélérer certains, tu vois. Même par exemple, si je te donne un exemple très concret, très opérationnel, aujourd'hui, tu peux avoir moi, dans mes équipes produits, comment tu formalises une spécification. Là, c'est pas mal parfois d'aller interroger des IA pour comprendre un peu, te faire poser les bonnes questions. En fait, ça te fait gagner beaucoup de temps sur des interactions que tu pourrais avoir par ailleurs, mais qui te prendraient beaucoup de temps. Euh, pour être productif, moi, ce que je fais en général aussi, c'est déjà, je me bloque aussi des plages de temps que je dédie à, par exemple, la stratégie produit pour Soft, à d'autres sujets, et j'essaye vraiment de les sanctuariser. C'est super dur, mais c'est vraiment bénéfique quand tu arrives à faire ça Tu parce que coupes ça le te tel? permet de... Hein, Tu coupes le téléphone quand c'est comme ça? quand même pas. On n'en est pas Non. là. Mais c'est vraiment une bonne, c'est vraiment une bonne pratique, hein, concrètement. Mais moi, par exemple, tu vois, je suis pas. Alors, il faut que tu saches un truc aussi, peut-être. C'est que moi, sur mon téléphone, j'ai pas de notification push. À part Hmm. WhatsApp et les textos, j'ai rien d'autre. C'est-à-dire que tous les Teams que tu as envoyé du boulot ou tous les Outlook, je les reçois pas. Enfin, je les reçois, mais il faut que j'aille les chercher. Donc, tu vois, c'est quand même une démarche différente. Donc, mon téléphone, il va être à côté. Si ça sonne, ça sera sûrement un pote ou voilà. Donc, ou ma famille. Euh, donc ça, c'est pour moi, c'est important de libérer ces plages de temps et de garder des temps de cerveau disponibles un petit peu. Et après, c'est marrant parce que tu disais pour respirer. Pour respirer, je fais justement des exercices de respiration. Parfois, tu vois, j'essaie de faire ça 2 fois par semaine le matin avant le boulot, vers 7h, 7h30. Ça dure 35 minutes et tu sors de là, t'es ultra énergisé. Et sinon, moi, ma botte secrète, c'est le sport, hein. Clairement, je fais beaucoup, beaucoup de sport. Enfin, beaucoup de sport. Je fais du rugby depuis que je suis tout petit. Je viens du sud-ouest. J'ai grandi là-dedans. Et puis après, je fais du sport par ailleurs aussi. C'est vraiment ma soupape. Et je sais que si j'en fais pas, je vais être effectivement plus à cran, concrètement. Ouais. Faut Bah, moi, dormir. je fais de la chasse à l'éléphant ou des trucs écolo, chasse à l'ours, des trucs comme ça. Euh... Rassure-moi, le Dodge Ram là qui est à côté, il est pas à toi. Ah, bah ça, je sais pas. Enfin, bon, alors, prochaine question. Euh... Est-ce que tu as un chiffre choc pour faire peur aux gens ou pour les Ouais. enthousiasmer, les optimiser, mais plus pour leur faire peur? Ouais, ouais. Bon, moi j'aime juste faire. Il y a un chiffre que j'aime bien. Ça a été sorti notamment par le Shift Project de Jean Covici, qui te dit que si en 2030 tu fais rien, le numérique, dans l'ensemble, hein, pas que pro, perso, etc., représenterait jusqu'à 8% des émissions globales de gaz à effet de serre. 8%, ça n'a pas l'air de grand-chose comme ça, mais si genre, tu estimes que le numérique était un pays, ça serait le troisième plus émissif derrière la Chine et les États-Unis. Donc tu deviens un truc, c'est juste monstrueux. En sachant qu'aujourd'hui, on est à peu près à 4%, hein. Donc ça veut dire que dans 5 ans, t'es x2. Donc ça commence à devenir des glingos. Plus que les avions, du coup. D'accord. Largement plus. Ouais, Aujourd'hui, on a tendance à dire hors fabrication des avions, mais on a tendance à dire que l'aviation civile, c'est 2% des gaz à effet de serre d'accord. globaux. Là, on est à 4. Donc on est déjà au double. Plutôt costaud. Ouais, hein. Dernière petite question. Alors là, encore une fois, comme je le dis souvent, on est au bistrot, hein. Parce que je sais pas, si peut-être que tu le sais, peut-être que enfin pas techniquement, mais statistiquement, je sais autrement, tu pourrais me le dire. Mais est-ce que l'IA, par essence, entre guillemets, gourmande en énergie, peut-être de moins en moins, ça va, on verra, avec tu sais, TPU, NPU, machin bidule. Est-ce que l'IA peut sauver justement? Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des cas d'usage, tu sais, c'est un peu comme la 5G. La 5G, ça a rendu, c'est été excellent pour des cas d'usage de médecine, etc. Mais pour regarder son Netflix en 4K sur son téléphone, je vois pas l'intérêt. Donc l'IA, ouais, regarde le nombre de startups qui sont créées sur la détection de feux de forêt. Là, on a une startup dans le cowork où je suis qui a développé une IA pour la détection de fuites dans les canalisations des villes. Enfin, tu vois, ouais, ça c'est ultra précieux. Donc c'est vraiment des trucs. Complètement. Voilà, c'est l'IA for green, quoi.
Alors, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, Anthony, mais j'étais en mode catégorique, c'est en mode vieux daron. C'est-à-dire, je disais, l'IA, faudrait limite que ce soit que pour la médecine, ou justement des thématiques euh, choisies et essentielles. Ouais. T'es d'accord ou pas? Est-ce qu'on est en mode dictature? Est-ce qu'il faut y aller en mode directif? Ah, moi, je suis pas de cette école-là, tu vois. Moi, j'aime bien sensibiliser, faire comprendre aux personnes qu'il y a des usages pour lesquels c'est normal et d'autres pour lesquels, bah voilà, c'est prendre un bazooka pour tuer une mouche, tu vois. Et je sais pas, moi, le tri, par exemple, ça pouvait ne pas paraître quelque chose de, de, d'essentiel pour nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Maintenant, aujourd'hui, tu vois pas un gamin qui fait pas le tri. Et encore de nos générations, je pense qu'il y en a qui peuvent s'en affranchir, malheureusement. Mais ça s'inscrit dans la durée, si tu veux. Alors, le problème, il faut pas que ça s'inscrive dans trop longtemps dans la durée, mais ouais, moi je suis plus favorable à une transition franche, faut y aller, mais où on fait comprendre aux personnes. Enfin voilà, je pense que c'est important de laisser un libre arbitre aux gens. C'est important. Ok. Tu as foi en l'humanité, alors. Moi aussi, hein, je plaisante. Et toi, Anthony, est-ce que tu as foi en l'humanité? Bah, moi, je suis assez d'accord avec Julien, éduqué, mais mon seul problème, c'est quand je vois Rodrigue D'Asouza qui finit sa journée de travail et qui va vider ses seaux de gravier dans la forêt de Fontainebleau. Euh, Ça fait un petit peu chier. bon, Mais chaque fois, je me dis, bon, c'est pas grave, il est vieux, il va mourir avant moi, mais j'espère qu'il aura pas le temps de polluer. Mais l'éducation, j'ai du mal parce que personnellement, quand j'ai débarqué au Portugal, j'étais en mode bon, vas-y, c'était il y a 10, 12 ans maintenant. J'étais en mode vas-y, moi je vais à la campagne, c'est pour être bien, c'est pour avoir de l'air pur, c'est pour être avec mon petit potager, patati patata. Et effectivement, j'ai eu mon air pur, j'ai eu mon petit potager. Mais par contre, commencer à expliquer aux gens que ce qu'ils font c'est pas bien, il y a beaucoup de problèmes à ça. Déjà psychologiquement, il y a le problème du conseil non sollicité. Ça déjà dans la tête d'un humain, c'est compliqué. Conseil non sollicité. Ouais. Et après, il y a mais t'es qui toi en fait Attends, le Renoir il débarque de Paris là, il croit qu'il va m'apprendre à faire ma vigne ou quoi? C'est quoi le trip? Que c'est un peu compliqué. Mais ça change pas qu'en fait les gamins tu leur apprends, c'est instinctif. Il y a ouais, plus aucun problème. Tu vois. je suis Ouais, d'accord. c'est ça. C'est juste les vieux, c'est toujours problématique. Ouais, et ça, c'est dur de se dire que toi, tu fais un effort et que l'autre le fait pas. Mais si tu es convaincu que toi, tu vas dans la bonne direction, c'est ça aussi, faut franchement garder la foi. Et c'est pas toujours évident, mais c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ces moments-là. Bah là, je trouve ça très cool, le moment d'échange qu'on a. Et il faut Mm. savoir s'entourer aussi des bonnes personnes pour aller récupérer un peu d'énergie et pour après pouvoir un peu évangéliser et la redistribuer, quoi. Ah, Clairement. ah, ouais. Clair, clair, clair. Que de toute manière, se manger du négatif, des nans, des patates, ça fait partie de la routine, que ce soit dans l'écologie ou dans autre chose, hein, ce qui Partout, arrive. bien sûr, bien sûr. Donc, pas se décourager là-dessus, mais il y en a tu. Ils ont la tête dure. Ouais, 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 C'est un peu ça le truc. c'est sûr. Ouais, Julien, j'avais une requête pour toi. C'est dis-moi. en mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais laisser à nos audio téléspectateurs? Peut-être un chiffre comme tout à l'heure, ou peut-être un livre que tu as lu, ou un film que tu voudrais conseiller, ou une idée que tu voudrais lâcher. Euh, Attends, bonne question, parce qu'à chaque fois je l'oublie. Je vais te donner ça tout de suite. Moi, il y a Vas-y, vas-y. une lecture que j'aime Dans beaucoup. ChatGPT. Une lecture que j'aime beaucoup, c'est Un monde sans fin de Jean Covici. C'est une super BD. C'est très, ouais, c'est très bien vulgarisé. C'est une BD, donc c'est très accessible à n'importe qui. Et pour autant, c'est très documenté, très factuel. Donc ça, c'est vraiment un livre que je conseille à beaucoup, beaucoup de monde, en général, autour de moi. Et l'autre aspect, c'est, euh, je trouve qu'il y a, je pars sur une autre thématique, mais je trouve qu'il y a une chose importante aujourd'hui, c'est qu'on a de la chance d'avoir un vrai secteur de l'impact ou une transversale impact. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux faire ton métier, de ton métier quelque chose qui a un sens
vertueux pour la planète, pour l'homme ou pour autre chose, pour la biodiversité, tu peux le faire. Enfin, moi, quand j'ai commencé à taffer il y a 20 ans, j'avais pas le choix de faire quelque chose. Enfin, c'était vraiment de niche si je voulais faire des choses pour le bien. Aujourd'hui, il y a énormément de métiers. Enfin, nous, on est déjà une trentaine, mais on est une goutte d'eau dans l'océan. On peut faire vraiment plein de métiers avec un sens derrière. Et ça, voilà, j'encourage vraiment les jeunes à continuer. On a vu un peu les révoltes dans les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, où ils disaient, voilà, qu'ils puissent plus encadrer le fait que Total soit encore sponsor, etc. Où ils se rebellent contre ce système dont eux-mêmes sont vraiment intrinsèquement partis. Moi, je trouve ça beau, concrètement, parce que c'est l'émergence d'un nouveau modèle, clairement, j'y crois. Mais voilà, je leur dis, en général, j'aime bien croiser des jeunes et leur dire, non, mais vous avez de la chance, quoi. Il y a à peine 20 piges. Alors, 20 piges, ça leur paraît beaucoup pour eux. Mais c'est rien. Il y a même pas une génération. Et ça y est, maintenant, tu peux bosser dans l'impact, dans ce que tu veux. Tu peux faire de la tech et de l'impact, tu peux faire du produit de l'impact, tu peux faire du sales et de l'impact. Ou d'impact, tu peux tout faire. Ouais, full d'impact, tu peux tout faire. Et ça, c'est mortel. Ouais. Voilà, Et, donc, et gardez la c'est foi. tellement vrai. Allez-y. Tellement. Venez grossir nos rangs. Eh bien, merci Julien. Merci beaucoup. C'était un très bon moment passé avec toi. Pareil. Et avec le monsieur brésilien aussi. Là. On a bien ri. Quant à nous, audio téléspectateurs, tu es encore là au bout de 1h16 minutes et 14 secondes pour toi, Jérôme. Ça veut dire que tu es brave, ça veut dire que tu aimes écouter de franches discussions. Et si tu aimes cela et que tu veux nous soutenir, tu sais ce que tu peux faire. Smasher le bouton like, mettre les 5 étoiles sur Spotify, Apple Music et plus encore. Tu peux t'abonner à la chaîne, ne pas mettre la cloche parce que comme Julien, personne n'aime les notifications. Et sur ce, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que tu regardes ça.